Chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, bienvenue à Limon pour une nouvelle leçon à distance du cycle de cours sur l'incertitude et le droit administratif de cette chère Francky. Aujourd'hui, nous abordons dans cette perspective l'importante et omniprésente question du changement. Après la leçon inaugurale, la première leçon du 16 mars a mis en évidence l'intérêt de la fonction normative de l'État, celle qui produit les actes à portée générale, impersonnelle et abstraite. Cette norme, c'est la loi quand son auteur est le pouvoir législatif. La réforme de l'État en a créé plusieurs, fédérale, communautaire, régionale. Mais la norme, c'est aussi le règlement, quand son auteur est une administration. Les principaux attributaires du pouvoir réglementaire sont le roi, les gouvernements et les collectivités territoriales, provinciales et communales. Nous avons observé que ces normes sont notamment là pour guider directement les comportements des individus et aussi pour déterminer les conditions de validité des actes de la fonction administrative et de la fonction juridictionnelle. L'acte de la fonction administrative, particulier, concret et personnel, doit être conforme à la norme. Cette soumission de l'acte individuel à la norme a au moins deux avantages. D'une part, par l'abstraction, la norme s'inscrit naturellement dans la durée. Par exemple, celle qui établit que le jury prononce la réussite de l'étudiant dont les notes supérieures à 10. Elle est faite pour régler un nombre illimité de cas. L'obligation de respecter la norme réalise la sécurité juridique, entendue comme prévisibilité de l'acte individuel à l'avenir, en ce qu'il devra être conforme à la norme. En lisant la norme, l'étudiant sait à l'avance que si ses notes sont toutes supérieures à 10, sa réussite est assurée. Nous avons vu que la norme à valeur réglementaire assurait une sécurité juridique de type cartésien par application plutôt mécanique de la règle au cas. D'autre part, second avantage, la norme assure l'égalité de traitement des personnes et des cas de la catégorie. Tous les étudiants dans cette situation réussissent. À la deuxième leçon, le 23 mars, nous nous sommes tournés vers les applications. Nous avons distingué les différentes facettes de la compétence liée et du pouvoir discrétionnaire et nous les avons mises en rapport avec la sécurité juridique. Le principe de raison doit diriger son exercice et guider le contrôle de son utilisation. Il restaure une sécurité juridique de type plutôt fiduciaire, c'est-à-dire une sécurité juridique exprimée davantage comme la confiance légitime dans le respect par l'administration du projet de l'auteur de la norme. Je vous renvoie tout spécialement aux conclusions de la leçon du 23 mars. Nous avons jusqu'ici examiné les conditions statiques de la sécurité juridique, entendues comme prévisibilité de l'acte administratif dans la dimension cartésienne et fiduciaire. Au cours de cette nouvelle leçon, aujourd'hui, je vais introduire un élément dynamique. Il s'agit du changement. Ce changement peut porter sur l'acte normatif ou même sur l'acte individuel. Plus finement, le changement porte sur l'acte lui-même radicalement ou seulement sur les effets futurs de l'acte, modifiés pour l'avenir. Ce changement a souvent une incidence sur la situation du destinataire, qui était en attente de prévisibilité au regard de la première norme ou du premier acte, c'est-à-dire au regard du droit antérieur à
Pour justifier la leçon d'aujourd'hui dans le programme de ces cours, il convient de préciser la place de l'incertitude dans la question du changement. Le changement ne se produit pas toujours. C'est la possibilité du changement qui est porteuse d'incertitude. Cette possibilité du changement et l'incertitude qui en résulte sont inhérentes à notre système constitutionnel démocratique d'action législative. Comme disent les Anglais, un Parlement ne peut lier un Parlement. Autrement dit, la loi de demain peut défaire et refaire la loi d'hier. Il en va de même dans le régime de l'acte administratif. Administratif unilatéral, qu'il s'agisse du règlement ou de l'acte individuel, l'acte est en principe modifiable unilatéralement par l'administration. Je mentionne en passant que le contrat conclu, acte bilatéral, résiste davantage à la volonté d'un seul des partenaires qui voudrait échapper à son engagement. Pour défaire l'acte bilatéral, il faut en principe une nouvelle volonté des deux parties, sauf quand le législateur en décide autrement, par exemple lorsqu'il permet le congé unilatéral de l'employeur ou du travailleur dans le contrat de travail. Cette incertitude inhérente à la perspective du changement de la loi ou de l'acte unilatéral est clairement exprimée par la Cour constitutionnelle. Le régime juridique de cet acte unilatéral limite ainsi l'importance des espoirs à placer dans le maintien de la règle. Par exemple, au directeur d'un organisme public, le banc d'épreuves des armes à feu, qui se plaignait d'une révision de son statut par la loi, la Cour répond dans l'arrêt 183-2018 que, en tant qu'agent statutaire, il doit admettre que sa fonction ou des éléments de son statut puissent être modifiés unilatéralement par application de la loi du changement. Cependant, toutes les modifications de la loi ou de l'acte unilatéral ne sont pas admissibles de la même façon. Ainsi, notre directeur du banc d'épreuves des armes à feu s'opposera valablement à la modification qu'il subit parce qu'elle intervient de manière inadmissible. Cette modification est radicale et le laissera sans emploi à court terme. La Cour juge que cette modification n'est pas suffisamment prévisible et porte sans justification atteinte aux attentes légitimes de l'intéressé. Voilà qui dessine notre menu du jour. Avec ces mots, attente légitime et sans justification, nous voyons que la sécurité juridique et sa déclinaison de confiance légitime peuvent entraver la loi du changement, mais aussi que ce frein n'a qu'une puissance relative. Nous entrons dans le vif du sujet. On distingue le changement pour l'avenir et le changement pour le passé. L'exposé du jour sera pourtant en 3 parties. En effet, quelques mises au point sont nécessaires sur la qualification des situations. Quand parle-t-on d'un droit d'action pour le passé ou pour l'avenir? Cette question préalable est l'objet de la première partie. Dans la deuxième, j'examinerai les principes applicables à l'action pour l'avenir et dans la troisième, les principes qui gouvernent l'action pour le passé. Commençons donc par la première partie sur le passé et l'avenir tels qu'ils sont saisissables et qualifiables en droit. Dans la vie, le passé est révolu. Édith Piaf ne regrette rien, elle s'en accommode. Barbara
s'y attache davantage et personne non plus n'oublie sa chanson, dit « Quand reviendras-tu » Ce sont des œuvres poétiques. Dans la dure réalité, le passé ne revient jamais et les projets qu'on peut faire ne sont que pour demain. Le passé est pour les historiens qui cherchent à le décrire ou à l'expliquer. On peut le réinterpréter d'une manière accommodante. George Orwell fait de la réécriture idéologique du passé un thème de son 1984, mais en réalité, on ne peut pas altérer le passé, il relève du fait et le fait est plus fort qu'un lormaire. En droit, les choses sont différentes. Le droit, c'est une construction humaine. Il s'adresse lui aussi en principe à l'avenir, mais il peut en outre recourir à la fiction et ordonner la modification des actes et des situations pour le passé. Cette puissance est toutefois limitée, elle se heurte quand même à la réalité. En effet, quand le droit agit rétroactivement, il commande encore pour l'avenir. Il commande au destinataire de la règle rétroactive de se comporter aujourd'hui et demain comme si les règles antérieures avaient été différentes et de tirer désormais les conséquences de la réécriture qui a eu lieu. Ce n'est cependant qu'une fiction, car même une annulation rétroactive en droit ne peut remonter le temps en fait, comme le constate un arrêt récent. Il convient donc d'examiner l'incertitude et la loi du changement dans les deux dimensions que le droit peut viser, le passé et l'avenir. Dans les deux cas, la sécurité juridique et la confiance légitime sont convoquées. L'action pour le passé est la plus déstabilisante et la sécurité juridique est ici le principe qui commande l'interdiction du changement. L'action rétroactive ne sera admise qu'exceptionnellement et devra alors s'autoriser d'un motif d'intérêt général. Pour l'avenir, les principes s'inversent. En règle, le changement est admis, et c'est par exception que l'espérance légitime, fondée dans le droit antérieur, vient éventuellement modérer les effets du changement. En d'autres mots, la sécurité juridique peut exceptionnellement faire obstacle au principe du changement pour l'avenir. Ensuite, pour le passé, la sécurité juridique change de rôle et devient le principe directeur de l'action. Elle condamne alors l'action rétroactive. Mais pas dans tous les cas. Des exceptions sont possibles ici aussi. Pour bien délimiter les deux domaines d'action dont nous parlons, il convient encore de baliser les 4 étapes qui vont de l'adoption de l'acte à la production de ses effets. Ce sera le point A. Ensuite, je donnerai 3 illustrations concrètes, le point B. Les étapes et coordonnées de l'acte dans le temps. Voici un tableau qui nous montre qu'il y a 4 étapes et coordonnées de l'acte dans le temps. L'adoption de l'acte, la divulgation de l'acte, l'entrée en vigueur de l'acte et la production des effets. L'adoption de l'acte déclenche la force exécutoire, on peut prendre des arrêtés d'exécution. La divulgation de l'acte. Il y a plusieurs manières de divulguer l'acte, essentiellement la publication pour les normes et la notification pour les actes individuels. Le troisième temps, celui de l'entrée en vigueur. Un texte ne peut entrer en vigueur avant sa divulgation.
Et enfin, la production des faits, trois expressions de la même idée, c'est le moment auquel la modification du droit a lieu, c'est le facteur de rattachement du changement, c'est le moment de la force obligatoire. Reprenons. Seules les trois premières étapes se suivent nécessairement dans l'ordre chronologique. L'entrée en vigueur, phase 3, ne peut avoir lieu avant la divulgation, phase 2. Il est jugé que l'article 190 de la Constitution l'interdit. L'entrée en vigueur, phase 3, est fixée par l'auteur de l'acte. Elle a lieu au plus tôt le jour de la divulgation, phase 2. Donc la 3 après la 2, ou à l'extrême, la 3 en même temps que la 2. Par exemple, c'est ce qu'exprime l'arrêté Corona du 3 avril 2020 en disposant que le présent arrêté entre en vigueur au moment de sa publication au Moniteur belge. On connaît bien à ce sujet les règles de l'entrée en vigueur, principe du 10e jour de la publication au Moniteur belge pour les arrêtés réglementaires, arrêtés royaux du 5e jour de l'affichage pour les arrêtés communaux, par exemple. En principe, les effets, phase 4, se produisent en même temps que l'entrée en vigueur, phase 3, sauf si l'auteur de l'acte décide qu'ils ont lieu à un autre moment. Et ici, il y a trois possibilités. Soit, première possibilité que je viens de signaler, la phase 4 se produit en même temps que l'entrée en vigueur. C'est 4 en même temps que 3. Soit, deuxième possibilité, la phase 4 se produit après l'entrée en vigueur de l'acte. C'est 4 après 3. Soit, troisième possibilité, les effets se produisent avant l'entrée en vigueur. C'est alors 4 avant 3. Ceci est exceptionnel et nous fait entrer dans le monde de l'action rétroactive. En ce qui concerne la rétroactivité, le pivot est en effet la phase 3, celle de l'entrée en vigueur. C'est elle qui sert de point de vue. Si l'auteur de l'acte décide que les effets se produisent avant la phase 3, entrée en vigueur, alors la mesure est rétroactive 4 avant 3. C'est ce que la Cour constitutionnelle exprime en jugeant comme suit: une règle n'est rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur. La Cour de cassation, pour sa part, utilise les mots « droit déjà irrévocablement fixé ». Autrement dit, la mesure n'est pas rétroactive quand la phase 4 touche une situation en cours, une situation qui a commencé avant l'entrée en vigueur et qui se poursuit après. Et la difficulté est de faire la distinction entre les situations en cours au moment où les effets se produisent et celles qui sont définitivement accomplies à ce moment. Rien de tel que quelques situations concrètes pour bien voir de quoi il est question. Première illustration. Une modification est introduite par une loi du 2 décembre 2015 dans la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers. L'objectif est une simplification de procédure. Un article de cette loi du 2 décembre 2015 établit que lorsque plusieurs recours introduits par la même personne sont pendants devant le Conseil du contentieux des étrangers, c'est-à-dire lorsque plusieurs recours sont en cours d'examen devant le Conseil, contre des décisions de refus d'autorisation de séjour, que certains de ces recours ont été introduits par l'étranger avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'au moins un recours est introduit par lui, l'étranger, après l'entrée en vigueur de cette loi, seule la dernière requête introduite est examinée. Dans ce cas, l'étranger requérant est réputé se désister des recours introduits antérieurement, sauf s'il démontre son intérêt à leur maintien.
que faut-il penser des effets de cette loi dans le temps? Le législateur s'adresse à des procédures introduites avant le changement législatif, qui sont en cours d'examen devant le Conseil du contentieux des étrangers à ce moment-là. Ces affaires sont toujours pendantes. La nouvelle règle modifie les règles applicables à des procédures qui sont en cours. La Cour constitutionnelle juge que la nouvelle règle n'est pas rétroactive, car elle ne s'applique pas à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment de son entrée en vigueur. Cette mesure relève alors du régime normal de la loi nouvelle, car il est traditionnellement jugé que c'est l'effet ordinaire de toute règle de nature législative de s'appliquer immédiatement, non seulement aux faits survenant après son entrée en vigueur, mais également aux effets juridiques de faits antérieurs à cette entrée en vigueur. Le second exemple est un peu plus complexe. C'est la révision du système des certificats verts organisé puis modifié par des arrêtés du gouvernement wallon. Les propriétaires wallons qui ont placé des panneaux photovoltaïques sur leurs maisons ont investi pour lutter contre le changement climatique, profiter d'économies directes, mais aussi pour bénéficier des fameux certificats verts qui leur sont attribués en raison de leur production verte. Ces certificats sont négociables auprès des producteurs traditionnels qui doivent en acheter pour justifier qu'ils participent à la production d'énergie verte. Et si aucun de ces producteurs ne les achète, les certificats verts sont finalement rachetables par le gestionnaire du réseau de transport à un prix garanti. Le petit producteur domestique pourra donc toujours revendre ces certificats. Le gouvernement considère que le succès du système est tel que le marché est saturé de certificats verts et que la répercussion du coût du rachat par le gestionnaire sur tous les consommateurs devient intolérable. En 2014, le prix minimum du certificat est de 65 € et la surcharge à répercuter est déjà de plus de 600 millions d'euros. Il faut dégonfler la bulle, énonce le gouvernement. Et il décide de réduire le nombre de certificats verts attribués aux petits producteurs. Voilà comment le premier règlement leur permettait de recevoir des certificats pendant 15 ans à partir de 2008, soit jusqu'en 2023. En 2014, le nouveau règlement décide que cette période est ramenée à 10 ans. Ça veut dire que ceux qui ont placé des panneaux solaires en 2008 apprennent en 2014 qu'ils auront encore des certificats verts jusqu'en 2018 et plus jusqu'en 2023. La SBL ne touche pas à mes certificats verts, demande l'annulation du nouveau règlement 2014. La SBL estime que cette mesure porte une atteinte intolérable à des droits acquis, qu'elle viole la sécurité juridique, la confiance légitime et qu'elle est rétroactive. C'est à ce dernier point que nous allons nous attacher à présent. Est-ce une mesure rétroactive? Le Conseil d'État juge que non. Le nouveau règlement modifie une situation en cours et il n'est pas rétroactif. Cette affaire révèle la difficulté de définir l'action rétroactive, tout spécialement dans l'affaire des certificats. La règle disait pendant 15 ans. Et au cours de la 7e année, 15 ans deviennent 10 ans. Cette forme d'action sur une situation en cours, dont la loi avait précisément programmé l'avenir, c'est ce que les Allemands appellent de manière frappante une unechte Rückwirkung. Ce n'est pas une véritable action rétroactive. On parle aussi à ce sujet d'action rétrospective, Rückwirkung, unechte Rückwirkung. Même si elle réduit le délai escompté, c'est un nouvel exemple du recours au principe de l'application immédiate de la règle nouvelle aux situations en cours de développement.
ce principe s'applique aussi dans de telles circonstances. Autrement dit, bien que l'avenir ait pourtant fait l'objet d'une certaine programmation, la situation est quand même en cours d'effet et la modification n'est pas considérée comme rétroactive. Troisième illustration. Il s'agit ici d'une situation qui est définitivement accomplie au moment où la nouvelle loi entre en vigueur. La loi vient retoucher cette situation après coup, l'action est rétroactive. La loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962 a introduit dans le droit belge le permis de lotir comme autorisation préalable à certaines divisions de biens. Cette loi ne limitait pas la validité des permis de lotir dans le temps. On avait le permis pour l'avenir sans limitation de durée. Lors de la modification de la loi du 29 mars 1962 par la loi du 22 décembre 1970, le législateur a instauré un mécanisme de péremption des permis de lotir et il a étendu ce mécanisme aux permis de lotir antérieurement délivrés. Il a notamment prévu ceci: sont périmés les permis de lotir délivrés avant le 1er janvier 1966, qui concernent les lotissements réalisés le long d'une voirie existante suffisamment équipée, lorsque la vente d'au moins une des parcelles n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement avant le 1er octobre 1970. La loi du 22 décembre 1970, publiée au Moniteur belge du 5 février 1971, est entrée en vigueur le 15 février 1971. La mesure en cause subordonne ainsi la non-péremption d'un permis de lotir à une condition qui devait être remplie avant l'entrée en vigueur de la loi, la vente et l'enregistrement d'un lot avant le 1er octobre 1970. Les propriétaires qui bénéficiaient du permis de lotir avant 1966, qui n'avaient rien vendu, et à qui il n'était pas prescrit de commencer à vendre pour conserver leurs droits, se voient tout à coup, le 15 février 1971, obligés d'avoir vendu au moins une parcelle avant le 1er octobre 1970, mais c'est trop tard. Ils ne peuvent plus rien faire pour maintenir leur permis de lotir, et ils ne le savent légalement que trop tard pour pouvoir agir utilement en droit. On vient d'admettre que cette condition nouvelle s'applique à une situation définitivement accomplie et que la mesure est dès lors rétroactive. On raisonne de la même façon en matière fiscale ou sociale à l'égard des exercices fiscaux, le plus souvent annuels. La situation n'est définitivement accomplie qu'à la fin de la période imposable qui coïncide en principe avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Exemple, revenu 2019 taxé à l'exercice 2020 et toute modification du régime fiscal qui intervient en cours de période imposable 2019 n'est pas rétroactive, même si elle a lieu à la toute fin, comme la fin décembre en base annuelle. En revanche, une modification des paramètres de l'impôt relatif à cette période qui entre en vigueur après la fin de la période imposable est rétroactive. Enfin, je donnerai l'exemple de la pension de retraite des agents publics. Pendant la carrière, jusqu'au moment où s'ouvre effectivement le droit à la pension de retraite, les conditions d'accès, comme l'âge, les fractions, le traitement de référence, sont modifiables pour l'avenir. En revanche, une fois le droit ouvert, la modification par la loi du mode de calcul ou du règlement de l'ouverture du droit, qui s'appliquerait au droit lui-même, est rétroactive. Enfin, les montants futurs peuvent ensuite être modifiés, ajustés par application de la loi nouvelle aux situations en cours d'effet. Une retenue sur les pensions en cours a été admise sans qu'il soit question de rétroactivité. Ces quelques précisions
Sur la qualification des situations étant faite, passons au principe qui gouverne l'action pour l'avenir. C'est la deuxième partie de cet exposé qui en compte trois. L'action pour l'avenir va de soi. Elle est de principe, c'est le point A, ce sont les freins à ce changement qui appellent une justification spécifique, car ils sont vus comme exceptionnels, et nous allons voir la sécurité juridique faire son entrée sous ses habits de confiance légitime, ce sera le point B. Le changement est donc de principe. En général, la décision de changer relève du pouvoir discrétionnaire du législateur. La Cour constitutionnelle juge qu'il ne lui revient pas de sanctionner le choix politique posé par le législateur et les motifs qui le fondent. Elle se réserve toutefois le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle pourrait juger que ces motifs sont dépourvus de justification raisonnable. Dans le même sens, elle affirme souvent que l'objectif visé est légitime. En droit administratif, le changement est donné pour un principe tellement puissant on n'hésite pas, à la suite du professeur français Louis Roland, dans un mouvement incontestablement imprégné du vocabulaire de la science, à faire du changement une des lois du service public, la loi du changement à côté de deux autres lois, celle de la continuité et de l'égalité, comme il y a en science la loi de Kepler ou la loi de Newton. Notre Cour constitutionnelle reprend d'ailleurs cette terminologie de loi de mutabilité du service public, de loi du changement, dans un arrêt où elle admet le principe du changement du statut des agents publics et où elle en tire des conséquences. L'adaptation, le changement sont au service de la continuité. Le service aura lieu sous une autre forme, avec d'autres règles. Le changement est au service de la continuité qui peut parfois signifier la fin de quelque chose. La conception cartésienne et scientiste de la loi, de la sécurité juridique, n'a pas grand-chose à opposer au changement. La loi est modifiable si de nouvelles découvertes ont lieu. Ça va de soi en science, où la meilleure observation de la réalité, la découverte impose la loi nouvellement révélée pour le passé comme pour l'avenir. En droit, la conception cartésienne dira que le nouvel objectif de la loi ou de la règle rend la modification nécessaire. La nouvelle loi est présumée meilleure et elle s'applique désormais à tous les cas. La sécurité juridique de cette conception mécaniste ne règle que l'application de la loi, seul compte l'application des règles en vigueur, c'est la certitude légale. L'ancienne règle n'est pas la source d'une résistance au changement. Nous avons observé, lors de la leçon inaugurale, dans la première leçon, que la conception cartésienne installait une sécurité juridique objective, d'abord au service du pouvoir, et dans le même sens, M. Bruno Lombard a observé que le principe de continuité est lui aussi principalement tourné vers l'autorité supérieure. Il assure à leur profit la permanence du pouvoir. Il ne produit guère de droits subjectifs au bénéfice de l'administré et ne permet pas de résister au changement. La réception de la loi du changement en droit administratif est avant tout au service de l'administration. Mais celle-ci n'agit jamais que dans l'intérêt général. Il ne faut pas non plus le perdre de vue. L'exposé que le professeur Dambourg consacre à l'abrogation est illustratif de cette conception. L'abrogation ou la modification du règlement pour l'avenir est toujours possible par son auteur. Nul n'a un droit au maintien du règlement, aucun droit acquis ne peut faire échec à son évolution. Et même s'il a été pris pour une certaine durée annoncée, le règlement peut être abrogé avant l'expiration de la période pour laquelle il avait été édicté. Cette dernière observation est révélatrice. Là où on sera tenté de trouver aujourd'hui le germe d'une espérance légitime, comme ce sera le cas dans l'affaire des certificats verts, mon éminent prédécesseur ne voit aucune source d'objection. En ce qui concerne l'acte individuel, M. Dambourg développe certes une théorie d'intangibilité qui ne me semble guère fondée vue d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué ailleurs, mais surtout, dans la doctrine même de Jacques Dambourg, cette prétendue intangibilité n'est pas très résistante, car elle cède aux conditions du retrait en ce qui concerne l'acte illégal,
Et surtout, elle cède encore sans combattre quand la règle organise l'acte individuel contraire, comme la révocation. L'application de la nouvelle règle est donc possible, qui fait disparaître tant la règle que l'acte individuel dans une conception cartésienne et déontologiste. Non seulement l'acte individuel peut être modifié en lui-même dans sa dimension particulière, promotion de l'agent, révocation de l'agent, révision des conditions d'émission fixées par un permis, mais encore, l'acte individuel ne fait aucun obstacle à l'effet immédiat de la modification des règles dont il est la condition d'application, comme la nomination et la condition d'application du traitement réglementaire qui augmente ou diminue, encore comme la décision d'abonnement au service déclenche l'application du règlement de fourniture et de ses modifications. Et en voici une illustration bien nette. Une application libre du changement de la règle dans cette affaire Budgen, jugée le 31 mars 1950, où le Conseil d'État opte à cette fin du changement pour la qualification unilatérale de la relation entre le service public et l'usager. Madame Budgen est l'usager du service public d'électricité de la ville de Bruxelles. La ville était passée du courant continu au courant alternatif, et l'ascenseur de Madame Budgen ne pouvait plus fonctionner. Madame Budgen se plaignait de ce changement du mode de fourniture d'électricité. Dans l'arrêt avis Budgen du 31 mars 1950, le Conseil d'État a considéré que la relation entre le service public d'électricité de la ville de Bruxelles et Madame Budgen était de nature unilatérale. Ça permettait au Conseil d'État de justifier sa compétence, puisqu'il ne s'agissait pas de l'exécution d'une convention. Et cette qualification permettait aussi de justifier sans aucune difficulté la décision de la ville de modifier le mode de fourniture, sans qu'il soit fait allusion à une quelconque confiance que l'administré aurait ou non pu faire valoir, alors qu'une partie des juridictions judiciaires a penché pour la conception contractuelle. Plusieurs arrêts ont confirmé cette analyse, jusqu'à ce que la Cour de cassation admette elle aussi cette conception réglementaire. Aujourd'hui, les fondements de la conception unilatérale de la relation avec l'usager ont évolué avec la libéralisation et je ne m'y attacherai pas davantage. Je l'évoquais ici parce qu'elle offre une représentation radicale du changement de l'acte unilatéral. Sur ce point, l'évolution est manifeste. La sécurité juridique cartésienne fait désormais place à la conception fiduciaire. Et la conception fiduciaire de la sécurité juridique vient concurrencer la conception cartésienne. Elle porte à tenir compte des espérances légitimes placées dans le premier acte ou la première loi. Ces espérances conçues sur la base de l'ancienne loi, de l'ancien acte, viennent réfréner les ardeurs modificatrices. Elles invitent à l'installation d'un droit transitoire, ou à tout le moins elles obligent à bien justifier la nécessité de changement sans transition. C'est aujourd'hui cette conception qui est à l'œuvre dans la matière de la modification pour l'avenir de l'acte, dont l'expression la plus radicale est l'abrogation. Ça s'est fait progressivement. Quand la question d'un frein au changement à tirer des espérances légitimes a été posée, la jurisprudence a d'abord considéré que les espérances légitimes ne peuvent faire obstacle à l'abrogation parce que la loi du changement du service public se situe à un degré hiérarchique supérieur à elle. Ensuite, la montée en force du principe de bonne administration va permettre à la sécurité juridique de se hisser au niveau de la loi du changement et d'imposer la prise en considération des espérances légitimes. Un arrêt Wörwlit de 2001 me semble révélateur d'un changement d'attitude. Considérant, juge le Conseil d'État, que les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique, qu'il en résulte que les attentes légitimes suscitées par les pouvoirs publics chez l'administré doivent en règle générale être honorées, et que si le statut des fonctionnaires peut toujours être modifié, même dans un sens défavorable à l'agent, lorsque l'intérêt du service le commande, l'autorité doit néanmoins agir prudemment
en n'intervenant pas de façon inopinée dans une situation existante, sauf en cas de motif grave et sérieux. Ces espérances fondées dans l'ancienne règle ne constituent donc pas un obstacle insurmontable au changement. Elles sont là, l'autorité doit éviter de les sacrifier sans raison sérieuse. Tel est le point. Le développement progressif des exigences de la confiance légitime dans le domaine du changement s'observe partout en Europe. Je vais en examiner quelques manifestations en mentionnant seulement qu'il y a d'autres obstacles possibles encore au jeu de l'abrogation et de l'acte contraire qui viennent de la loi, qui impose parfois des procédures pour la modification de règlements, ou restreint la possibilité d'abroger sans remplacement de l'acte, ou encore qui exige compensation, on en trouve en matière d'aménagement du territoire. En outre, plusieurs droits fondamentaux, garantis par la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme, obligent le législateur et l'administration à des justifications spécifiques. Tel est notamment l'effet du principe de standstill, contenu en filigrane dans l'article 23 de la Constitution, évoqué à la leçon précédente. Tel est encore l'effet du droit de propriété et de ses garanties, qui s'impose dès l'instant où le bénéfice créé par la loi ou l'acte administratif passe pour un bien. Et une petite incise s'impose à ce sujet. Ni l'article 16 de la Constitution, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne ne garantissent le droit d'acquérir des biens. Cependant, la qualité de bien peut être reconnue à certaines situations couvertes par un acte administratif. Un acte administratif individuel, par exemple, sont des biens, une licence d'exploitation d'un débit de boisson, un permis d'exploiter le gravier, un permis d'exercer l'élevage de moules, le droit précaire d'implanter un immeuble sur le domaine public. Et l'administration doit alors respecter le bien. Une ingérence est possible dans le droit au respect des biens, mais cette ingérence doit alors être justifiée au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel, qui exige une base légale, qui exige un motif d'intérêt général ou d'utilité publique, et un test de proportionnalité qui prend la forme de la recherche d'un juste équilibre entre l'intérêt qui justifie l'atteinte et ce qui reste du droit après l'ingérence. Par exemple, au terme d'un long examen, c'est sans violer le droit de propriété du bénéficiaire du permis d'aquaculture que l'État irlandais le lui retire partiellement pour des raisons de protection de l'environnement en exécution de directives du droit de l'Union. Il en va de même de situations réglementaires, comme la perspective de valorisation d'une propriété foncière qui résulte des règles d'aménagement du territoire favorables, on pouvait construire. Un plan d'occupation du sol le permettait. La modification du plan est ressentie comme une atteinte au droit de propriété, mais l'évolution des plans est conforme à l'intérêt général, juge la Cour, et elle est admissible sans indemnisation dans certaines circonstances, sachant que l'État peut quand même accepter de se montrer généreux, mais n'y est pas nécessairement tenu. Les créances sont aussi reconnues comme des biens protégés. Tel est notamment le cas de droit à des prestations sociales, même non contributives, ainsi que l'établit clairement une décision STEC de la Cour européenne des droits de l'homme du 6 juillet 2005. La modification de la loi ou du règlement qui organise ces prestations peut alors passer pour une ingérence dans le droit au respect des biens et devoir être justifiée au regard de l'article 1er du premier protocole. Ainsi, il est jugé que celui qui ne remplit pas encore les conditions d'une pension de retraite n'a pas encore de biens, si bien que le recul de l'âge de la pension n'y porte pas atteinte, mais une fois le droit ouvert, le
barème des pensions en cours peut être un bien, la Cour de Strasbourg a pris la pension comme un bien, puis examiné la réduction de celle-ci sous l'angle de la première phrase de l'article 1P1, pas comme une privation réglée à la deuxième phrase. Au regard des circonstances, qui sont toujours examinées dans leur contexte, une diminution du montant de la pension de 50%, non rétroactive, a pu passer pour une atteinte au bien des requérants, mais sans violation de l'article 1er du premier protocole, parce que les mesures critiquées n'ont pas constitué pour eux une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec leur droit au respect des biens. Dans l'affaire déjà citée des certificats verts wallons, le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit de propriété des requérants. Ces sources d'entrave au changement, placées dans les droits fondamentaux, peuvent se décliner elles aussi en termes d'incertitude du maintien de la situation en question. Je vais me limiter à la confiance légitime et à la sécurité juridique parce que ce sont les instruments dont la portée est la plus générale. Des entraves exceptionnelles à l'action immédiate tirée de la sécurité juridique, c'est mon point B. Nous parlons ici d'exception. La Cour constitutionnelle se veut très claire à ce sujet. Avant d'examiner la question de l'espérance légitime et son rôle de frein, la Cour rappelle que le changement est bien le principe. Changer, c'est la décision politique qui relève du pouvoir de l'autorité, je l'ai signalé. La jurisprudence établit que changer est une question d'opportunité, s'agissant de réaliser des économies dans le domaine des pensions de retraite, par exemple, d'organiser la survie et d'harmoniser les différents régimes. Elle précise aussi que la différence qui naît du changement ne viole pas en soi le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Mais sous l'angle de la technique juridique, c'est néanmoins par le prisme de l'égalité et de la non-discrimination que sera contrôlée l'éventuelle atteinte injustifiée aux espérances légitimes nées sous l'empire de la norme antérieure. Ceux qui avaient des espérances légitimes à faire valoir sont discriminés si ces espérances ne sont pas prises en compte. Dans le considérant type consacré à la question, ce qu'on appelle l'antienne dans le jargon constitutionnel, la Cour associe confiance légitime, sécurité juridique et prévisibilité qui sont bien apparentées. Elle reconnaît la liberté du législateur de changer de politique, la possibilité de rendre la modification immédiatement applicable, mais en même temps, elle établit que la nécessité d'une mesure transitoire peut s'imposer, car le propre d'une mesure transitoire est la sécurité juridique comme prévisibilité du droit contenu dans la première règle, ainsi que le rappelle un arrêt du 16 janvier dernier. Si la Cour est convaincue qu'une mesure transitoire s'imposait, son absence est alors sanctionnée par le jeu combiné des articles 10 et 11 de la Constitution et de la sécurité juridique, à laquelle fait place, sécurité juridique à laquelle fait place aujourd'hui dans le contexte du changement pour l'avenir, le principe de confiance légitime. La Cour juge alors qu'il est porté atteinte aux attentes légitimes, une atteinte excessive. C'est donc l'excès qui est inadmissible. Enfin, même en situation de confiance, la Cour réserve quand même qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'effet immédiat. Il faut donc voir les justifications du législateur ou de l'auteur du règlement. Il n'y a donc pas d'espérance légitime à placer dans l'immutabilité de la loi ou de la règle. Mais il peut y avoir des espérances légitimes fondées dans le droit ancien qui peuvent ou doivent être prises en compte au moment du changement. Il faut donc savoir ce qu'est une espérance légitime née sous le droit antérieur. Le juge se laisse guider par un principe de raison. Je vais prendre quelques exemples. D'abord d'espérances légitimes contrariées qui obligent ou non, selon le cas, l'auteur de la norme à infléchir son projet de changement. Puis un cas dans lequel l'espérance n'est pas légitime
et enfin des cas d'absence d'espérance à prendre en compte malgré la revendication de l'intéressé. Premier exemple, le docteur Audrey Mby et deux autres médecins sont tous trois titulaires d'un diplôme qui n'est pas délivré par un pays de l'Union. Et ils n'ont pas la possibilité d'exercer la médecine en Belgique. Mais, en tout cas sur la base de leur diplôme, ils demandent à faire une spécialisation en Belgique et le service de gynécologie du professeur Nisol à Liège est prêt à les accueillir tous les trois. Au cours de cette spécialisation, ils devront poser des actes médicaux. Pour le faire légalement, une dispense partielle de diplôme est possible par arrêté royal. Ils ont introduit une demande de dispense. Ils savent que ce n'est pas automatique. On apprend que nos trois médecins sont en fin de procédure. Leur dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique. Ils ont déjà obtenu une bourse universitaire et c'est alors que vient le coup de tonnerre. Après cette décision de recevabilité, mais avant qu'un arrêté royal soit adopté, une loi du 22 avril 2019 est entrée en vigueur, qui prévoit désormais que la dispense ne peut être accordée qu'à un seul candidat par maître de stage dans un service de stage. Vous avez tout compris. Alors que le docteur Mby et les deux autres pouvaient envisager de bénéficier tous les trois de la dispense, ils savent maintenant qu'un seul d'entre eux a encore une chance d'être dispensé du diplôme et de faire un stage en service de Madame Nisol, où il était prévu de longue date qu'ils seraient tous les trois accueillis. La cause du problème, c'est la loi, et dans ce cas, c'est la Cour constitutionnelle qui est saisie d'un recours en urgence par nos médecins. La Cour constate que la réduction à un candidat par service a un motif, garantir la meilleure disponibilité du chef de service, ce qui est admissible. Mais une telle loi devait-elle entrer en vigueur aussi vite et s'appliquer aux procédures en cours et aux dossiers déjà recevables, alors que si nos médecins l'avaient su à l'avance, ils auraient peut-être pu orienter leur demande différemment, ne pas tous les trois demander à faire leur stage chez le même professeur. Ils soutiennent que le législateur a porté atteinte de manière imprévisible à leurs attentes légitimes. L'absence de disposition transitoire sera suspendue et puis annulée par la Cour, mais sans critiquer le but de la loi. Simplement, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences qui n'étaient pas prévisibles pour ces médecins, ni pour les universités partenaires, les services et les maîtres de stage impliqués. Et rien ne permet de considérer que la réalisation de ces objectifs soit d'une urgence telle qu'elle doive s'appliquer de manière immédiate aux médecins qui ont introduit une demande complète et recevable de dispense avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée. Leur espérance légitime est bien circonscrite par la Cour. Elle n'est pas de bénéficier de la dispense. Leur espérance légitime est plus étroite. Elle porte seulement sur le maintien d'une procédure qui permet de dispenser plus d'un candidat par maître de stage. La loi du 22 avril 2019 porte donc atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence de régime transitoire à leur égard. Dans la même veine se situe l'affaire du directeur du banc d'épreuves des armes à feu évoquée tout à l'heure, en début de leçon. La Cour balise les espérances légitimes d'un agent public en situation statutaire, d'abord ce qui échappe au domaine de l'espérance légitime. En tant qu'agent statutaire, cet agent doit admettre que sa fonction ou des éléments de son statut puissent être modifiés unilatéralement par application de la loi du changement. Ensuite, la Cour balise en forme concessive ce qui relève de l'espérance légitime. Elle juge que l'agent peut toutefois s'attendre, dans le cas de la modification ou de la suppression de sa fonction, ce qui était le cas, à ce que des dispositions transitoires adéquates soient prises,
comme le cas échéant le transfert dans une autre fonction, un autre service, une autre institution, afin de tenir compte du caractère permanent de l'emploi qui constitue une caractéristique substantielle de la fonction statutaire. La Cour se réfère à ce qui se fait d'ordinaire dans le domaine de la fonction publique en cas de changement. La conclusion est favorable aux espérances légitimes. En faisant entrer en vigueur très rapidement la mesure qui met fin de plein droit à l'emploi du directeur du banc d'épreuves, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences graves pour l'intéressé, sans prévoir de mesures transitoires adéquates et sans invoquer un motif impérieux d'intérêt général pour justifier le défaut de celle-ci. Comme dans l'affaire des médecins, on voit à nouveau qu'un changement sans transition aurait été possible, mais qu'il aurait aussi dû être justifié, et que ça n'a pas été le cas. Sera encore sanctionnée pour les mêmes raisons une réforme de l'enseignement à domicile, que le législateur flamand rend applicable 5 jours seulement après la publication au Moniteur belge. Elle est trop déstabilisante, et aucune raison impérieuse ne justifie une rupture aussi brutale. Dans l'affaire des certificats verts, la règle disait pendant 15 ans. Et au cours de la 7e année, nous l'avons vu, 15 ans deviennent 10 ans. Le changement a lieu à l'échelon réglementaire et le recours est introduit au Conseil d'État. Le Conseil d'État ne conteste pas la présence d'espérances légitimes. Il qualifie la situation d'entorse à la sécurité juridique et à la confiance légitime. Mais il note explicitement que des mesures d'accompagnement ont été prises pour limiter les effets les plus graves. Son attention se tourne vers les circonstances dans lesquelles le changement intervient. Et il relève successivement mauvaise évaluation a priori lors du lancement des certificats, la volonté actuelle de remédier partiellement à des effets indésirables au point de vue de l'intérêt général, le poids insupportable de la dette, la distinction entre une rentabilité normale et une rentabilité anormale, la distinction entre l'opportunité du choix d'autres mesures possibles en effet et la légalité du choix de l'option retenue par le gouvernement. Le Conseil d'État pointe la volonté de trouver un équilibre entre les intérêts de la généralité des consommateurs et ceux des propriétaires de panneaux photovoltaïques dont on parle. Finalement, le caractère raisonnable de la réduction du nombre des certificats et la possibilité pour l'autorité de corriger pour l'avenir les effets d'une mauvaise évaluation a priori. Les médecins étaient pris de court par le changement. Changement de procédure qui ne leur laissait qu'une chance réduite, mais pas nulle, d'être sélectionnés. Ici, les propriétaires ne sont pas privés de toute rentabilité du système. La modification n'est pas brutale. Et l'effet du changement sur les situations en cours a bien été examiné. Tous les intérêts ont été pesés par le gouvernement qui opte en toute connaissance de cause pour une mesure qui n'est pas radicale pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Dans de telles conditions, le caractère raisonnable de la décision s'impose au juge. On voit toute la différence avec l'affaire des médecins, où la Cour réservait d'ailleurs la possibilité d'un changement soudain, pour autant qu'il soit justifié, ce qui n'était pas le cas. Et on entrevoit aussi assez clairement ce qui peut rendre justifiable en raison une atteinte à des espérances légitimes. On voit aussi que le juge se livre à un examen de proportionnalité, objectif légitime du changement et proportionnalité constituent en droit européen aussi les critères auxquels se réfère la Cour de justice pour apprécier la validité des changements et des atteintes à la confiance légitime. Dans l'affaire très médiatisée de l'abaissement immédiat de l'âge de la mise à la pension des juges de la Cour suprême de Pologne, la Cour de justice a constaté à la fois l'atteinte à la confiance légitime des intéressés, l'absence de but légitime de la mesure et la disproportion de celle-ci.
Je vous propose à présent une affaire qui révèle des espérances qui ne sont pas qualifiées de légitimes. Nous entrons dans le monde complexe de la pension des agents des pouvoirs locaux. Vous savez que les agents des services publics sont engagés soit dans un régime statutaire, on parle alors d'agents nommés, soit dans les liens d'un contrat de travail. Le financement des pensions se fait par un système dit de répartition. Les cotisations sur les rémunérations des agents en fonction paient les pensions des agents déjà retraités. S'agissant des agents de pouvoirs locaux dont nous parlons, le calcul est le suivant. La pension pour les agents nommés à titre définitif a lieu à l'intermédiaire d'un fonds de pension solidarisé. Ce fonds est alimenté par les cotisations des pouvoirs locaux. Et ces cotisations sont calculées annuellement en fonction de la masse salariale consacrée par ce pouvoir local à la rémunération des agents nommés qui sont en fonction au cours de cette année-là. Et l'on observe que le système est conçu en manière telle que si tel pouvoir local réduit le nombre de ses agents nommés et les remplace par des agents contractuels, il réduit en même temps sa cotisation annuelle au fonds de pension qui continue pourtant à devoir payer la pension des agents déjà pensionnés. Le législateur juge ce comportement et ses effets indésirables. Il décide d'intervenir pour contrarier la propension de certains pouvoirs locaux à réduire le nombre de leurs agents nommés en augmentant les contractuels pour réduire leurs cotisations. Dans les travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 2011, le législateur estime que ces employeurs créent un déficit au sein du fonds solidarisé et conclut qu'ils doivent contribuer dans une plus juste mesure à son alimentation. Solution, la loi ne crée pas une nouvelle interdiction du recrutement contractuel, elle choisit de frapper au portefeuille et introduit une cotisation dite de responsabilisation dont je vous épargne les modalités de calcul. Cette nouvelle cotisation alourdit la note du pouvoir local qui a préféré l'emploi contractuel et elle compense ainsi le déficit de cotisation au fonds de pension lié à la diminution de la part de la masse salariale consacrée à la rémunération des agents nommés. La Cour constitutionnelle est saisie de questions préjudicielles sur la constitutionnalité de cette cotisation de responsabilisation. Et il est facilement établi que la loi n'a pas d'effet rétroactif. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, elle s'appliquera pour la première fois à l'année 2012, elle s'applique pour l'avenir, mais est-ce qu'elle porte atteinte aux espérances légitimes de ces pouvoirs locaux? La Cour examine les travaux préparatoires, toute la situation. Elle constate que ces employeurs publics ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'en diminuant le volume des emplois statutaires, ils contribuaient à augmenter la différence entre la charge des pensions versées aux agents retraités au cours d'une année donnée et les cotisations de pension payées au cours de cette même année. Il ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que l'ensemble des collectivités provinciales et locales participant au fonds de pension solidarisé continuent à assumer les choix que certains ont faits en matière de politique de personnel et qui ont une incidence défavorable au financement du fonds. Par conséquent, la disposition ne porte pas atteinte au principe de la confiance légitime ou au principe de la sécurité juridique. On le voit. Cette manière de tirer parti du droit existant n'a pas été considérée comme source d'espérance du maintien d'un système devenu inadéquat. À tout le moins, y avait-il dans ce dernier exemple, comme dans les premiers, une situation antérieure réelle dont l'intéressé, ici le pouvoir local, bénéficiait et dont il revendiquait le maintien, mais la Cour se convainc ici que cette stratégie de free rider n'est pas saine et qu'il n'y avait pas d'espérance légitime à tirer d'une loi qui permettait d'agir ainsi. Enfin, dernier exemple, il se reproduit même parfois que le juge constate que le droit antérieur ne contenait pas du tout d'espérance. Tel est le cas de ces pensionnés qui voient qu'une nouvelle bonification pour diplôme est désormais accordée par une nouvelle loi aux futurs pensionnés, mais que celle-ci n'est pas rendue applicable à ceux dont la pension s'était déjà ouverte. La
Cour examine la question d'une espérance légitime et juge que le législateur n'a jamais prévu que des fonctionnaires déjà retraités, tels que la partie requérante, pourraient opter pour la régularisation de la pension pour année d'études. Nous voilà dans le passé et nous entamons la troisième partie. La troisième partie concerne l'action pour le passé. En ce qui concerne le passé, l'ordre des principes est inversé. Le changement n'est pas possible, sauf à produire une justification convaincante. L'article 1er du Code civil, l'ancien article 2, énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. C'est un conseil du législateur au législateur de l'avenir. L'article ne s'applique pas comme tel aux actes administratifs. Le fondement de la non-rétroactivité des actes administratifs est placé dans un principe général de droit à valeur législative. Il tend à garantir la sécurité juridique. La Cour constitutionnelle juge que ce même principe de non-rétroactivité est à la source de l'article 1er du Code civil, l'ancien article 2, et qu'il s'applique a fortiori aux actes administratifs. Le principe de la non-rétroactivité vaut aussi à l'égard des lois. La Cour constitutionnelle en fait application. Le fondement de cette interdiction est la sécurité juridique des relations juridiques. Et il est ancien, ce principe. Dès l'arrêt pilotage du 5 juillet 1990, 25/90, la Cour, alors cour d'arbitrage, a reconnu qu'une loi de 1988, qui modifiait la loi de 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer, était rétroactive, en ce que cette loi prévoyait un nouveau régime de responsabilité qui s'appliquait dans le temps pour une période de 30 ans à compter du jour de son entrée en vigueur. Le législateur avait voulu contrarier, par cet effet dans le temps, une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation qui avait conclu à la responsabilité de l'État du fait des pilotes dont la présence est obligatoire à bord des navires dans l'escau maritime. La Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité de cette loi rétroactive par le prisme des principes d'égalité et de non-discrimination, et elle y a rattaché le principe fondamental de la sécurité juridique, selon lequel le contenu du droit doit être en principe prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir à un degré raisonnable les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. Cette loi sur le pilotage se heurte donc à ce principe. La Cour admet cependant la constitutionnalité de cette rétroactivité par exception au principe, une exception justifiée selon elle. Ce mode de raisonnement se maintient dans la jurisprudence, ainsi il est le même dans l'affaire du permis de tir que j'ai présenté plus haut. Est-ce la conception cartésienne de la sécurité juridique qui est ainsi mise en œuvre? Dans une certaine mesure, oui. La loi ne donne utilement un message à respecter que si elle dispose pour l'avenir. Mais, tout compte fait, cette conception cartésienne n'atteint pas autre chose que les effets mécaniques de toute loi. Elle a une portée statique, la norme constante, et la modification de la règle semble échapper à son projet. En revanche, la conception fiduciaire de la sécurité juridique me semble très utilement convoquée ici. La confiance placée dans la règle applicable au moment des faits ne peut être déjouée par un nouvel ordre donné après coup. En outre, la prohibition de la rétroactivité est parfois en relation avec l'un ou l'autre droit fondamental, un peu comme la modification pour l'avenir que nous avons examiné tout à l'heure. Et ici, s'agissant de la rétroactivité,
la propriété, de nouveau, vient frapper à la porte. Et la Belgique l'a appris à ses dépens. La Cour constitutionnelle avait conclu en 1990 dans l'arrêt pilotage non seulement que la loi était admissible au regard de la sécurité juridique, comme nous venons de le voir, mais elle avait jugé en outre que l'espérance d'une indemnisation d'un dommage fondée sur l'application du droit de la responsabilité en vigueur avant la nouvelle loi rétroactive, cette application du droit de la responsabilité ne relevait pas de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour le motif que cette disposition ne protège que la propriété acquise. En 1995, la Cour européenne des droits de l'homme sera d'un autre avis. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour de Strasbourg est saisie par les armateurs déçus et elle juge qu'une créance de ce genre s'analyse en une valeur patrimoniale et qu'elle avait le caractère d'un bien au sens de la première phrase de l'article 1er de la Convention, du premier protocole à la Convention européenne. Et dès lors, la loi qui supprime cette responsabilité avec effet rétroactif constitue une ingérence dans le droit au respect des biens. La mesure étant rétroactive, la Cour y voit l'atteinte la plus grave au droit de propriété, la privation, au sens de la seconde phrase de l'article 1er du premier protocole. Et dans un tel cas, la jurisprudence est bien établie. L'ingérence n'est admise que si l'État peut se prévaloir de l'utilité publique, s'il a ménagé un juste équilibre entre les exigences de cette utilité publique et le droit au respect des biens, et dans le cas de la privation, cette proportionnalité exige une compensation, sauf justification, tout à fait exceptionnelle et rarissime dans la jurisprudence. L'État belge soutenait que tel était le cas. D'une part, la décision de la Cour de cassation de 1983 procédait d'une interprétation contestable et totalement imprévisible pour les armateurs, et d'autre part, elle était catastrophique pour les finances publiques. Telle était l'opinion de l'État. La Cour européenne ne refusera pas de voir à la base de la loi la cause d'utilité publique exigée par l'article 1P1. Mais en revanche, la loi belge tombera devant l'exigence de proportionnalité. La Cour de Strasbourg constate qu'aucune compensation n'a été réservée aux requérants par cette loi rétroactive de 30 ans. Ces requérants ont en effet convaincu la Cour des droits de l'homme que l'arrêt de la Cour de cassation de 1983 sanctionnant la responsabilité de l'État belge du fait des pilotes n'avait porté atteinte à la sécurité juridique parce qu'il était dans les astres depuis l'arrêt La Flandria de 1920. Partant, une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés par cette loi rétroactive ne respecte pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Depuis lors, la Cour constitutionnelle tient compte de cette jurisprudence. Elle énonce que lorsque la rétroactivité a des répercussions sur le droit de propriété, il est en outre requis que la mesure réalise un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels. Par exemple, elle constate que tel est bien le cas dans l'affaire du permis de tir évoquée plus haut. Un troisième motif d'interdiction de l'action rétroactive est l'interdiction d'exercer la compétence des prédécesseurs de l'auteur actuel. La Cour constitutionnelle a déjà eu égard à cette limitation, mais un tel motif me semble moins déterminant. Enfin, je ne parle pas des interdictions de rétroactivité exprimées dans des sources législatives et internationales propres au droit pénal. Revenons à la sécurité juridique liée à la stabilité, qui est la justification principale de la condamnation à la rétroactivité. Elle ne constitue pas un empêchement absolu, elle peut céder devant l'intérêt général. L'arrêt relatif au permis de tir exprime ainsi que la rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général. La rétroactivité est donc admissible,
mais elle est exceptionnelle et doit être spécialement justifiée. En réalité, beaucoup d'actions rétroactives ont lieu en droit. Je ne parle pas ici des actions rétroactives admises à l'initiative du juge. Ainsi, quand le juge annule un acte, l'annulation est la sanction rétroactive d'une règle méconnue. Il en va de même de l'annulation par l'autorité de tutelle de l'égalité. Dans la jurisprudence la plus récente, l'annulation juridictionnelle est définie comme une forme particulière de rétablissement de la légalité, consistant à faire disparaître rétroactivement l'acte attaqué de l'ordonnancement juridique. Et je cite ici l'important arrêt de l'Assemblée générale de la section législation du contentieux administratif, du Conseil d'État, du 22 mars 2019 en cause de Chrétien-Mors 244 015. L'annulation est l'application de la conception cartésienne de la sécurité juridique contenue dans le projet normatif établi par la règle sanctionnée. L'examen de l'incertitude et de la sanction est réservé à la leçon suivante. Il y a aussi l'action de l'administration en vue seulement de supprimer un acte dans le passé, c'est le retrait. Dans la jurisprudence du Conseil d'État, le retrait est considéré comme une sanction. Il est fondé dans la loi et un principe général de droit et n'est admis qu'à deux conditions. Il faut que l'acte retiré soit illégal et il faut en outre que le retrait survienne dans le délai de recours au Conseil d'État ou pendant qu'un recours est pendant. Cette condition de délai est toutefois contestée dans le contentieux judiciaire. La question du retrait, je me réfère à une publication collective réalisée l'an dernier à l'initiative du professeur David Renders. La condition de légalité aligne le retrait sur le principe de la sanction juridictionnelle. Celle-ci est fondée sur le droit applicable au moment où l'acte a été fait. Elle ne fait donc que tirer dans le temps les conséquences d'une règle établie. Les coordonnées du problème posé par le retrait s'inscrivent donc largement dans une perspective statique. On sanctionne une règle qui n'a pas changé. Autrement dit, il s'agit d'appliquer aujourd'hui les coordonnées historiques de la légalité de l'acte, c'est-à-dire d'appliquer le principe tempus regit actum et d'en tirer les conséquences. La fiction de l'annulation et du retrait n'est que dans la décision de faire comme si l'acte illégal n'avait pas existé. Cette conséquence est déjà très lourde et nous verrons à la leçon suivante que le législateur peut songer à l'entraver. L'action rétroactive est vraiment dynamique quand il s'agit de modifier une norme pour le passé afin de transformer dans la même mesure les coordonnées de la légalité d'un acte dérivé de cette norme. Si la norme est ainsi modifiée dans le passé, ce n'est plus la norme historique qui gouverne la légalité des actes dérivés, les actes qui tombaient dans le champ d'application de cette norme historique, mais ce sera les nouvelles coordonnées que le législateur vient introduire dans le programme et substituer aux anciennes. Ce qui était illégal ne l'est plus, ou à l'inverse, ce qui était légal et complet cesse d'être légal et devient incomplet dans le passé, avec des conséquences pour hier, aujourd'hui et demain. Comme dans le cas de la péremption des permis de tir, introduite après coup. Le législateur magicien peut aussi réorganiser dans le passé le régime de péremption pour relever une ancienne autorisation déjà périmée selon une première norme. Nous avons des exemples. N'est pas rétroactive, en revanche, la disposition qui vient établir une nouvelle péremption à terme futur d'un permis délivré pour une durée illimitée. L'action rétroactive particulière et individuelle est également envisageable. Il s'agit d'adopter une décision individuelle
et de faire comme si elle avait été prise régulièrement dans le passé pour tirer aujourd'hui et demain les effets de la longueur du temps restauré. Par exemple, il s'agit de nommer tel agent à telle date dans le passé. Par exemple, pour faire coïncider cette nomination avec le début de service exercé, en sorte que son ancienneté s'en trouve fictivement allongée d'autant, son traitement recalculé, etc. Autre exemple, l'autorisation as-built. L'autorisation as-built vient établir après coup que les travaux réalisés sont conformes au permis de bâtir antérieur, même s'ils ne sont pas tout à fait conformes à celui-ci. Elle est rétroactive et elle est admise par la Cour constitutionnelle en raison du service qu'elle rend à la sécurité juridique. On le voit, l'action rétroactive est possible, mais elle est exceptionnelle. Même après l'annulation juridictionnelle d'un acte qui a fait disparaître cet acte dans le passé, même après l'annulation, quand l'administration décide de refaire l'acte, quand elle est possible, eh bien cette réflexion n'a lieu que pour l'avenir. S'agissant de faire, refaire ou de modifier un acte pour le passé, le législateur ou l'autorité administrative compétente reçoivent le pouvoir d'apprécier si un objectif d'intérêt général est présent qui justifierait exceptionnellement l'action rétroactive. Le pouvoir de l'administration est moins étendu que celui du législateur. L'administration doit pouvoir se fonder sur une habilitation législative expresse. Par exemple, les lois de pouvoirs spéciaux Corona du 27 mars 2020 habilitent le roi à une action rétroactive au 1er mars 2020. Cependant, l'administration peut aussi trouver l'habilitation suffisante à une action rétroactive dans un principe général. Le Conseil d'État juge alors que la décision de faire rétroagir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration et que ce choix est seulement sujet au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour sa part, le législateur bénéficie d'un pouvoir plus large que l'administration. Par exemple, en matière d'aménagement du territoire, la Cour constitutionnelle a affirmé que le législateur devait disposer d'une grande marge d'appréciation. Les actions rétroactives sont présentées comme exceptionnelles, mais elles ne sont pas rares. Le juge vérifie la présence de cet objectif d'intérêt général, il en apprécie l'admissibilité et vérifie ensuite que l'action rétroactive est une conséquence justifiée. Parmi ces intérêts généraux qui justifient une action rétroactive figure en bonne place le bon fonctionnement du service public, la continuité du service public qui peut à son tour se combiner avec la sécurité juridique. Voici un exemple. Jusqu'à la 6e réforme de l'État, le législateur voulait une certaine unité du droit belge de la fonction publique. Plus précisément, il ne permettait au droit de la fonction publique régionale et communautaire de s'éloigner du droit fédéral que dans une mesure limitée. Et à cette fin, l'article 87, paragraphe 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles attribuait alors au roi la compétence d'arrêter les principes généraux du statut des agents de l'État applicables au personnel des communautés et des régions. On désignait cet important arrêté royal comme l'ARPG. Et il était admis aussi que le pouvoir des communautés et des régions de régler le statut de leurs agents était conditionné par la mise en vigueur de cet ARPG. Le premier ARPG a été adopté en 1991. Les exécutifs communautaires et régionaux ont alors fait largement usage de l'autonomie que l'entrée en vigueur de ces principes généraux leur avait conférée. Cependant, un grave accident de parcours s'est produit en 1994
quand le Conseil d'État a annulé la RPG de 1991, pour le motif que cet arrêté avait été pris en période d'affaires courantes sans que l'urgence puisse justifier l'adoption d'un arrêté de cette importance. Une telle annulation sanction a un effet rétroactif. Cette RPG est réputée non avenue. Un auteur a qualifié cette annulation de véritable séisme pour les communautés et régions, parce que cette annulation privait de base légale un grand nombre d'arrêtés réglementaires et individuels relatifs aux agents, pris entre-temps par les exécutifs des communautés et des régions. Le gouvernement fédéral a alors décidé de restaurer cette base légale avec effet rétroactif. Le nouvel ARPG du 26 septembre 1994 a remplacé l'arrêté royal annulé. Cet ARPG de 1994 a fixé les effets de la plupart de ces dispositions au 7 mars 1992, soit bien avant son entrée en vigueur. Et le requérant Orfinger a dénoncé l'effet rétroactif de l'arrêté du 26 septembre 1994 dans un recours en annulation pour excès de pouvoir. L'arrêt Orfinger du 5 novembre 1996 est pour le Conseil d'État l'occasion de constater que le fondement de la rétroactivité se trouve dans le souci de maintenir la stabilité des institutions, la continuité du service public, de garantir la sécurité juridique et de sauvegarder les droits que les fonctionnaires ont acquis dans l'intervalle. Il rejette la critique du requérant après avoir constaté que l'arrêté en question remédiait aux vices qui avaient constitué le fondement juridique de l'annulation. Le Conseil d'État juge aussi que l'arrêté attaqué, en tant qu'il rétroagit, ne peut être considéré comme une ingérence illégitime dans les procédures en cours. Pour être admis, l'objectif d'intérêt général ne doit pas être surqualifié. En d'autres mots, il ne doit pas être question d'un intérêt d'une exceptionnelle importance, à tout le moins en régime ordinaire. Au regard de cet intérêt général, la rétroactivité doit seulement être indispensable, dit-on en français, absolument nécessaire dans la terminologie utilisée en néerlandais. La surqualification de l'intérêt justificatif devient nécessaire pour le Conseil d'État quand la mesure rétroactive a pour objectif unique ou principal d'influer sur l'incidence, sur l'issue de certaines procédures juridictionnelles ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit. Il faut alors que des circonstances exceptionnelles puissent raisonnablement justifier cette ingérence. Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la justification surqualifiée s'impose non seulement quand la rétroactivité a pour but, mais aussi quand elle a pour effet d'influencer une procédure en cours. Une question délicate de distinguer le but et les effets, car quand le législateur intervient rétroactivement, c'est bien pour que le juge statue selon la nouvelle règle, même si une procédure donnée n'est pas visée en particulier. C'est le plus souvent les procédures en cours ou à venir qui sont visées. Cependant, quand la mesure rétroactive est envisagée dans son seul impact sur l'action de l'administration, comme le calcul d'une cotisation sociale, elle relève alors de la rétroactivité simple. Heureusement, il semble que les deux cas, effet et but, soient jugés de la même façon. Voici un cas d'intervention de la loi, ici un décret flamand, qui a pour but de remédier aux défauts de base légale d'un arrêté et où l'application dans les procédures juridictionnelles en cours est explicitement recherchée par le législateur. Un arrêté royal de 1978 fixait certaines modalités de l'évaluation de dommages de plans d'aménagement, des dépréciations qu'il causait aux biens, indemnisable par la région parce qu'une disposition de la loi reprise dans la législation flamande réglait une telle indemnisation. Cet arrêté, fixant la manière d'évaluer
des dommages de plan a été écarté en 1998 pour défaut de base légale suffisante par un arrêt de la Cour de cassation. Le décret flamand du 19 décembre 1998 reprend les éléments de cet arrêté qui avait manqué de base légale et décide explicitement que les dispositions reprises dans le décret sont applicables aux poursuites en dommages-intérêts déjà engagées qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement passé en force de chose jugée. La Cour est saisie de la constitutionnalité du processus. La rétroactivité ne fait pas de doute. La Cour se réfère à son exigence de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d'intérêt général qui doivent justifier l'intervention du législateur lorsqu'il a pour but de porter atteinte au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. Et elle constate ensuite la présence d'un objectif de rétablir la sécurité juridique et l'égalité entre les justiciables, un objectif de conférer un fondement décrétal à des dispositions dont la légalité était contestée et d'éviter de graves conséquences financières pour la région flamande. La Cour conclut que ces raisons sont des motifs impérieux d'intérêt général, pouvant raisonnablement justifier l'intervention du législateur décrétal, qui consiste à rendre les dispositions en cause applicables aux litiges pendants, et cette opération ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'on voit que des motifs budgétaires sont admis en combinaison avec une forme de justice distributive, mais il n'y a pas vraiment d'analyse explicite de proportionnalité. Voici une autre affaire dans laquelle il est jugé que la loi a pour effet d'influencer les procédures en cours. Un militaire se plaint de la décision de l'administration de la Défense nationale qui établissait son ancienneté. Il exerce un recours en annulation contre cette décision et le Conseil d'État constate que l'administration a fait application d'un arrêté royal de 1999 qui règle le calcul de l'ancienneté et que cet arrêté royal est sans base légale, alors que l'article 182 de la Constitution en exige une. Le législateur décide d'intervenir après coup. Une loi de 2008 vient procurer une base légale à cet arrêté royal de 1999. Le législateur veut remédier à l'insécurité juridique. La loi attaquée, prise en 2008, se borne à disposer que tel article produit ses effets le 15 août 1994. Elle ne dispose donc pas explicitement qu'elle atteint les procédures en cours. La Cour constitutionnelle est saisie d'un recours contre cette loi. Elle note que la loi est rétroactive et qu'elle a pour effet que le Conseil d'État et les cours et tribunaux ne peuvent plus se prononcer sur la légalité des dispositions reprises dans la loi et des décisions qui reposent sur ces dernières. Les motifs impérieux sont constatés. La Cour relève la volonté de remédier à l'insécurité juridique, à la discrimination que le défaut de base légale de l'arrêté entraînait pour les militaires visés, et elle juge que la circonstance qu'une décision de justice ne peut empêcher un législateur de remédier aux vices constatés, et enfin, ce qui est l'amorce d'un contrôle de proportionnalité, que le nouveau texte rétroactif a la même portée que l'ancien, si bien que la disposition attaquée n'est pas source d'insécurité juridique. Cependant, il est bien difficile de distinguer but et effet, comme le révèle une dernière affaire. Les plans de secteur wallon avaient été adoptés par le roi et le gouvernement régional, au fil du temps, le gouvernement succède au roi, sans consultation préalable de la section de législation du Conseil d'État. Or, c'est une formalité obligatoire, dont le défaut vicie l'acte adopté sans l'avis. Les plans illégaux contaminaient alors parfois bien des années plus tard les permis délivrés qui devaient en faire application. Le législateur wallon a réagi par un décret du 30 avril 2009, dont l'objet est de valider les zones inscrites dans les plans de secteur sans avis du Conseil d'État.
Le décret précise que ces zones sont validées à la date d'entrée en vigueur de leur inscription dans les plans de secteur. L'effet rétroactif est clair. Les travaux préparatoires font état des problèmes contentieux et de la volonté d'éviter les contestations portant sur le point du défaut de l'avis du Conseil d'État. La Cour constitutionnelle est saisie. Elle constate que ce décret empêche désormais le juge de l'acte administratif d'écarter le plan illégal pour défaut d'avis, puisque le législateur est venu purger cette illégalité. Le législateur empêche ainsi le justiciable de faire valoir ce moyen, jusqu'alors imparable. Et en particulier, elle empêche le requérant de s'en prévaloir dans une procédure en cours devant la section du contentieux du Conseil d'État. La Cour prend cette rétroactivité non pas sous l'angle de l'effet, mais de celui du but d'influencer l'issue de l'une ou l'autre procédure juridictionnelle dans un sens déterminé, ou d'empêcher une ou des juridictions de se prononcer sur une question de droit bien précise. Et elle admet la présence de circonstances exceptionnelles, en faisant successivement valoir que le législateur doit pouvoir remédier à l'insécurité juridique dès de ce vice de procédure, que les dispositions validées ne font que reproduire des règles préexistantes, que les requérants n'ont pas de droit intangible à être dispensés à jamais du respect des prescriptions contenues dans un tel plan. On voit dans une longue motivation une analyse de proportionnalité qui ne dit pas son nom, et la Cour de conclure que le législateur décrétal pouvait rendre la mesure attaquée applicable aux litiges en cours. En revanche, quand les travaux préparatoires ne révèlent aucune justification de ce type, aucune circonstance exceptionnelle, la discrimination créée par la disposition rétroactive est sanctionnée. Enfin, il y a un obstacle absolu. Il est admis que le principe de prééminence du droit a pour corollaire qu'aucune circonstance ne peut justifier que le législateur porte atteinte à d'éventuelles décisions judiciaires passées en force de choses jugées. Quand la décision judiciaire est définitive, eh bien, il n'est plus possible de revenir sur celle-ci. On terminera en rappelant l'existence de la loi interprétative, qui a un statut spécifique. C'est celle qui intervient pour éclaircir un point douteux et imposer cette précision rétroactivement en général, et notamment dans les procédures en cours. La Constitution prévoit explicitement cette compétence du législateur d'intervenir pour interpréter, avec un effet forcément rétroactif, à la date d'entrée en vigueur de la disposition législative interprétée. Quand elle est saisie, la Cour constitutionnelle contrôle la réalité de cette intervention interprétative. Autrement dit, elle vérifie que la loi en question est bien une loi interprétative et non un prétexte à une modification rétroactive plus étendue. Par exemple, le législateur n'interprète pas quand il fait dire au texte le contraire de ce qu'il signifie à l'origine. Si la loi n'est pas interprétative et qu'il s'agisse seulement d'une loi rétroactive, alors la Cour vérifie que la rétroactivité est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. L'exemple des plans de secteur et celui des militaires révèlent une rétroactivité au secours d'actes administratifs illégaux ou menacés. Elle est souvent une forme de consolidation, pour reprendre la terminologie du professeur David Renders. Nous nous dirigeons ainsi vers le domaine de la sanction qui constituera l'objet de la dernière leçon. Mais auparavant, que conclure au terme de celle-ci? L'incertitude vient de la possibilité du changement et aussi de la plasticité des principes applicables. L'inversion du rôle des principes selon que l'action est pour l'avenir ou qu'elle est rétroactive, n'éloigne pas pourtant ces deux catégories fondamentales autant qu'on pourrait le croire. En outre, on a vu que la qualification d'une situation donnée de situation définitive
de situation en cours n'était pas si facile. Ce sont les raisons pour lesquelles, dans une thèse récente, M. Thijs van Coppernoll dénonce le concept de rétroactivité dont les définitions sont ambiguës, manipulables selon lui en fonction du but visé, et il renonce d'ailleurs à les utiliser pour baliser une théorie globale de l'application de la loi dans le temps. Pourtant, la distinction du passé et de l'avenir continue à structurer de manière déterminante le droit positif. On entre dans la loi du changement pour le passé ou pour l'avenir et les principes sont a priori différents. L'autorité doit se préoccuper des espérances légitimes et faire le compte des motifs qui l'invitent à en tenir compte ou à les écarter. Et en exposant correctement ces motifs, sa démarche de proportionnalité et ses conclusions, elle a de fortes chances d'emporter la conviction du juge. L'action rétroactive sera à son tour justifiée au regard du principe qui consiste d'abord à s'en passer. Et puis, s'il le faut vraiment, elle peut être admise et les intérêts en cause seront à nouveau pesés, d'abord par le législateur ou par l'administration, qui en rendront compte, et puis par le juge, après coup, s'il est saisi. On a reproché au juge belge d'être moins exigeant que la Cour de Strasbourg en ce qui concerne la justification suffisante et en ce qui concerne l'analyse de proportionnalité. Il est parfois soutenu que la Cour constitutionnelle est trop favorable aux actions législatives dans les procédures en cours, au secours de l'administration, et que l'administration qui sait qu'elle bénéficiera de la sollicitude du juge et du législateur n'est pas incitée à être plus diligente. C'est une manière de voir. La Cour de Strasbourg met en avant l'atteinte à l'égalité des armes et au droit au procès équitable, article 6 de la Convention européenne. Atteinte par l'intervention du législateur dans les procédures en cours. Telle intervention n'est admise en effet que pour d'impérieux motifs d'intérêt général. Mais la Cour européenne a quand même prononcé dans la période récente des décisions qui accueillent ce genre d'intervention clarificatrice du législateur face aux conséquences indésirables d'une jurisprudence, et ceci en vue d'influencer les affaires en cours. Manifestement, au pied du mur, la jurisprudence belge a tendance à admettre que l'intérêt général commande la restauration du droit, même dans les procédures en cours. L'appréciation de proportionnalité n'est pas systématique, en effet, du moins en apparence. Elle n'est pas non plus absente. On l'a vu, et je l'ai souligné chemin faisant. La Cour constitutionnelle s'attache ainsi à plusieurs éléments qui justifient la rétroactivité et ses effets aux intérêts en question, par exemple à l'effet non disproportionné de la restauration rétroactive d'une continuité d'interprétation rompue par un arrêt d'une autre juridiction, ou au contraire, elle sanctionne un effet rétroactif trop peu soucieux d'un juste équilibre entre les intérêts en cause, comme ceux des bénéficiaires d'autorisation dont la péremption est levée, et ceux des tiers et des pouvoirs publics. Finalement, c'est le principe de raison qui fait la décision. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je vous remercie de votre bonne attention.